À votre service, Marion Becker. À votre service, c'est une émission qui vous permet de répondre à vos questions à l'aide de spécialistes, des spécialistes en cybersécurité. Ce matin, c'est Jonathan Lafort et Joël Schlimet qui m'accompagnent pour réaliser cette émission. On va parler cybersécurité, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que ça impacte dans notre vie? Moi, je pense par exemple au téléphone, aux ordinateurs, aux mots de passe peut-être. Et il y a tout un tas de choses à dire sur le sujet et on va le découvrir ensemble jusqu'à 10h. à votre service. Pour faciliter votre quotidien. Jonathan Lafort et Joël Schlimet, bonjour. 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 Alors vous êtes tous les deux spécialistes en cybersécurité. Qu'on comprenne bien déjà, qu'est-ce que c'est que la cybersécurité? Parce que moi je pense cyber, je pense forcément au web. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la cybersécurité, c'est imaginer votre maison. Et donc pour pouvoir protéger votre maison, vous avez une alarme, vous avez des serrures, vous avez éventuellement un gardien. Eh bien, la cybersécurité, ce sont tous ces moyens qui viennent vous protéger en fin de compte de votre ordinateur, votre téléphone portable, comme vous l'avez dit. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, là, le téléphone, j'ai juste avec moi, cette petite chose-là sur laquelle on passe des heures, eh ben, ça peut être un danger. Effectivement, oui, le téléphone, c'est finalement un ordinateur miniature sur lequel vous pouvez surfer sur Internet, comme votre PC. Mais qu'est-ce qui est dangereux finalement? C'est parce qu'on donne des données dans cette machine-là et qu'elles peuvent partir partout? Vous avez dit le bon mot, vos données. En fin de compte, des données, on en a partout. Et on stocke tout, des photos, des adresses mail, des dates de naissance, des pièces d'identité. Et c'est ça qu'on va chercher à vous hacker, tout simplement, à vous voler. Alors, rassurez-moi, si on a créé le terme cybersécurité, c'est que forcément, il y a des solutions pour pallier à ça. Effectivement, des solutions et des bonnes pratiques à adopter. Qu'on va découvrir ensemble ce matin dans votre émission à votre service. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas à venir poser vos questions puisque justement Jonathan et Joël sont présents ce matin pour y répondre. 03 87 52 13 13, c'est le numéro à garder en tête. On vous attend. Rosanna réceptionne vos appels. Alors Jonathan, je vais me tourner vers vous cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez nous préciser dans quel type d'entreprise vous travaillez? Parce qu'il me semble que vous n'êtes pas forcément axé que sur les particuliers. Effectivement, donc on travaille pour FCC Informatique, donc une structure créée depuis 98. On accompagne au quotidien donc les entreprises dans leur protection numérique à travers des dispositifs de l'État comme Mon Aide Cyber, qui est un dispositif totalement gratuit qui permet de faire un genre de QCM où on pose une quarantaine de questions et à l'issue on aura une charte qui va nous donner les bonnes pratiques à mettre en place pour notre client final. Ce type de questionnaire, il est aussi possible de l'utiliser pour des particuliers. Ils peuvent se présenter à vous pour obtenir des conseils? Totalement. Alors pour le coup, le dispositif là est plus spécialisé pour le pro, mais après il y a d'autres typologies de dispositifs comme le site de cybermalveillance, qui est un site toujours du gouvernement, qui est totalement gratuit. Là, pour le coup, il y a une case particulier. On retrouve des fiches mémo, on retrouve des petites vidéos pratiques pour au moins mettre en place les bonne pratique et donc la bonne hygiène informatique. Pour le coup, c'est clairement ça. C'est au quotidien de faire les bons gestes pour avancer, pour pas laisser la place à l'attaquant. Donc, le hacker, un attaquant étant un hacker, et ne pas lui laisser à disposition des mots de passe faciles ou ce genre de choses pour que il n'ait pas l'intégrité de nos mots de passe, et une usurpation d'identité et tout ce qui va s'en suivre et qui serait malheureusement compliqué pour nous, utilisateurs. Les bonnes pratiques, on va en parler, mais avant de s'orienter vers ce sujet, moi ce qui m'intéresserait, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment on s'oriente dans la cybersécurité, Joël. Est-ce que on a vécu des situations personnelles qui nous ont amenés à se dire tiens, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice, que je vienne aider sur ce sujet? Alors c'est venu naturellement, puisque depuis des années, nous on vend des ordinateurs aux pros et aux particuliers, et on avait un service après-vente où on nous demandait de réparer les ordinateurs. Sauf qu'au fil du temps, ce n'est plus le matériel qu'on répare, mais c'est l'usage, avec des boîtes mail qui sont bloquées, avec justement l'usurpation d'identité, comme expliquait Jonathan. C'est un vrai fléau aujourd'hui, puisque si je vous vole votre identité, je peux vous dire que votre vie est véritablement gâchée. Et on ne se rend pas compte, aujourd'hui, c'est 200 000 personnes par an qui se font voler leur identité. Alors quand j'entends voler votre identité, c'est je récupère votre nom, votre prénom, votre carte d'identité, votre plaque d'immatriculation de voiture, et je fais des choses à votre place. Donc les amendes, c'est vous qui les avez, c'est pas moi. Mais alors comment ces personnes-là peuvent récupérer ces informations? Parce qu'on parlait tout à l'heure du smartphone, de l'ordinateur. Quelles informations il faut absolument pas mettre sur Internet? Alors, malheureusement, avec les réseaux sociaux, on a trop tendance à mettre d'éléments nous concernant, aussi bien son adresse que ses photos, que la photo de ses enfants.
il faut être très très vigilant parce que Internet, il faut garder ça en tête, n'oublie rien. Rien. On peut retrouver tout depuis les années 90, on peut retrouver des choses sur Internet. Donc ne pas donner, effectivement, ces données, numéro de téléphone ou autre. Alors après, il faut faire attention parce que des sites se font hacker et c'est là où il faut faire attention et bien protéger en tout cas son identité. Alors il y a des dispositifs, l'identité numérique en fait partie, avec des doubles authentifications pour véritablement vérifier que c'est bien vous. On va parler de cette double identité. On va aussi, on va traiter ces situations que vous êtes sûrement beaucoup à avoir vécues. Par exemple, un appel du banquier. Ça peut arriver. On se dit tiens, j'ai le banquier qui m'appelle. Il me demande le numéro de carte bleue, le code pour pouvoir vérifier les comptes. Sachez que c'est pas forcément vrai. On va comprendre comment se méfier de ce type de hack et de cette situation. 03 87 52 13 13 pour venir témoigner à vos côtés, nous expliquer si cette situation vous est déjà arrivée et obtenir les solutions à cette problématique. Vous suivez toujours votre émission à votre service. Messieurs, on parlait de ces histoires d'appels de banquiers. Comment ils procèdent en fait? C'est une situation qu'on est beaucoup à avoir pu vivre. On a un appel et qu'est-ce qu'ils nous racontent ces personnes malveillantes? Alors en fin de compte, ce qu'on appelle ça, c'est pas du hacking, c'est du social engineering. En fin de compte, on va se faire passer pour votre banquier, on va avoir différentes informations qu'on a réussi à collecter sur votre boîte mail et on va vous mettre dans un état de stress. Et finalement, c'est vous qui allez faire la bêtise, parce que c'est vous qui allez donner vos codes, c'est vous qui allez faire les actions que la personne va vous demander en face. Donc c'est simplement une période de stress, mais on a récupéré en amont beaucoup d'informations. On connaît votre banque, on connaît votre nom, votre date de naissance, on connaît différents éléments, et c'est comme ça qu'on réussit à vous faire l'illusion que c'est un banquier. Mais alors comment on peut repérer, quels sont les signes qui nous permettent de repérer que ça va être un appel frauduleux? Avant qu'ouvre, donc déjà en premier lieu, un banquier ne vous demandera jamais vos mots de passe et vos logins au téléphone. Ça, c'est la première chose à savoir. Si vous avez un doute, raccrochez et rappelez votre banquier avec le numéro que vous connaissez. Pourquoi ? On est capable de prendre l'identité avec un numéro de téléphone, de vous tromper. Donc on peut vous faire croire qu'on est votre banquier. Mais en vrai, dans la réalité, c'est un attaquant. Et donc là, pour le coup, si vous avez un doute, vous raccrochez et vous rappelez tout de suite votre banquier, et lui, pour le coup, pourra prendre la main pour vous conseiller. Mais en aucun cas, un banquier vous appellera pour vous demander vos codes et vos mots de passe pour aller plus loin dans une démarche. Ça, c'est pas pratiqué. Et il y a des méthodes, parce que je me rends pas compte, mais on peut peut-être bloquer ces numéros de téléphone. Comment on peut anticiper, nous, pour justement ne pas avoir ce type d'appel? Alors malheureusement, vous ne pouvez pas. Parce que le numéro de téléphone, je peux justement l'usurper. Donc je peux me faire passer pour un numéro de téléphone. Aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait légiféré, mais en gros, je pourrais prendre très bien le numéro de France Bleu et appeler et me faire passer pour France Bleu. Sauf que si effectivement vous raccrochez et vous cherchez à rappeler France Bleu, vous tomberez bien sur France Bleu et vous ne retomberez pas sur moi. Voilà. Donc ça va dans un sens en fait. Ça va que dans un sens, effectivement. Donc là, on a la situation des appels, on a bien compris, c'est un petit peu délicat d'essayer de les contrer. Par contre, on peut s'en méfier, il y a vraiment des bonnes pratiques à avoir. En parlant de bonnes pratiques, on va découvrir que il faut aussi faire attention à nos enfants, parce que c'est vrai que là, on a parlé de téléphone de banque, mais cette cybersécurité, on la prend aussi en compte dans la famille. D'ailleurs, il y a même un guide qui existe pour ça. On va faire le point d'ici quelques instants avec vous, Jonathan Lafort et Joël Chimier. Vous êtes nos spécialistes en cybersécurité. 03 87 52 13 13 pour venir poser vos questions ou même témoigner, nous raconter ce qui vous est arrivé, parce que ça arrive, on est tous dans ce cas-là, on peut se faire avoir, et donner un petit peu votre ressenti, ce qui s'est passé et peut-être la leçon que vous en avez tirée. 03 87 52 13 13 à votre service, ça continue sur France Bleu Lorraine. À votre service. Nos spécialistes vous répondent. Tout de suite, on retrouve M. Pokora en duo avec Pierre Garnier. On retrouve les professionnels, mais aussi un service qui s'appelle Click Service pour les particuliers. Vous pouvez venir ce matin leur poser vos questions justement sur la cybersécurité, sur des situations qui vous seraient peut-être arrivées. N'hésitez pas. Alors, on parlait des bonnes pratiques et de ce guide qui était destiné aussi aux familles, le cyberguide famille. Je vais juste rebondir avant qu'on commence à détailler un petit peu les différentes bonnes pratiques.
C'est vrai qu'on parlait là en off des différentes situations qu'on peut vivre. Vous êtes en train de me faire peur, littéralement, parce que j'ai l'impression que tout ce que vous racontez, ça m'est déjà arrivé et que je m'en suis pas réellement rendu compte. Ça arrive ça aussi de se faire hacker et de se dire et que on se rende compte des conséquences un petit peu plus tard dans le temps. Je pense par exemple au lien sur lequel on va cliquer, on se dit oh bah tiens il s'est rien passé. C'est effectivement ça. L'intérêt pour quelqu'un qui vient vous voler de la donnée, c'est pas qu'il se fasse remarquer, c'est qu'il soit dans l'ombre. Donc lorsque vous allez cliquer sur un lien malveillant, un programme va s'installer, vous ne le savez pas, il se passe rien sur votre ordinateur. Mais c'est installé. Et donc on récupère et ça envoie justement des informations. D'où l'intérêt d'avoir un antivirus qui va venir scanner un petit peu tout ça. Un antivirus, ça fait partie on va dire des bonnes pratiques à avoir quand on a un ordinateur ou même un téléphone. Je sais pas si ça s'installe sur le téléphone. C'est des bases. C'est véritablement les bases d'avoir un antivirus. Ça devrait être imposé finalement sur chaque ordinateur d'avoir quelque chose qui vous protège et surtout le mettre à jour et puis faire des analyses. Il suffit pas juste d'avoir un logiciel et qui tourne pas. Oui, parce que si on met pas cet antivirus, par exemple, et qu'on a un truc qui arrive sur le PC, ça m'est déjà arrivé, je pense, d'avoir un message, attention, l'ordinateur est piraté ou il y a un virus malveillant. Là, pour le coup, c'est déjà foutu, les données sont déjà récupérées. Non, pas forcément, parce qu'il suffit que vous alliez sur un site pareil qui n'est pas référencé, il va vous faire croire que que vous êtes infecté et il va vous faire des actions. Donc, il est toujours temps de prendre son temps, de vérifier, de regarder, de lancer son antivirus pour faire une analyse tout simplement. Donc prendre le temps, là, c'est déjà une bonne chose à faire. Et ensuite, on peut se servir de ce fameux guide, cyberguide des familles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper ludique, c'est assez clair en tout cas. Première thématique, protéger vos comptes avec des mots de passe robustes. Ça fait partie des choses essentielles à faire, Jonathan. Effectivement, donc comme on en a parlé tout à l'heure, l'usurpation d'identité, en général, on se fait hacker notre messagerie, donc un mot de passe. Et une fois qu'on a la main sur la messagerie, on va pouvoir réinitialiser tous les mots de passe de nos autres outils, comme les comptes LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Donc là, effectivement, le mot de passe est très important. Donc en premier lieu, éviter d'avoir juste les mots de passe classiques, AZERTY, 1, 2, 3, 4, Superman, qui sont encore dans les top pratiques utilisées par qui ne connaissent pas forcément la cyber. Donc là, on va vous recommander plutôt d'avoir un mot de passe fort. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un mot de passe fort? Donc, chiffres, lettres, majuscules, caractères spéciaux, et tout ça pour un minimum 12 caractères, et d'éviter d'avoir le même mot de passe pour toutes les utilisations qu'on va avoir. Donc, il faudrait, dans l'idéal, un mot de passe pour notre compte Facebook, un mot de passe pour notre compte Instagram, et ainsi de suite. Est-ce qu'il faut les changer régulièrement? Dans l'idéal, oui. Mais après, déjà, si on a déjà des mots de passe robustes sur tous nos applicatifs, ça sera déjà un excellent point. Et après, pour le coup, on peut avoir des outils comme des gestionnaires de mots de passe qui sont prévus à cet effet. Donc, l'objectif étant de retenir un seul mot de passe robuste et le coffre-fort se chargera de retenir tout le reste de nos mots de passe. Il est possible également de vérifier s'il y a eu une fuite de ces mots de passe. Il y a des sites internet qui permettent de vous rentrer votre boîte mail et ça va vous dire si votre mot de passe a fuité et si votre compte a fuité, tout simplement. Donc, il y en a plusieurs. Alors, c'est compliqué de le dire sur la radio, ça a been pound. En tout cas, vous rentrez simplement sur ce site-là et ça va vous dire le mot de passe a fuité, tout simplement. Alors, j'ai envie de dire, c'est toujours un petit peu compliqué de se lancer, Joël, parce que le mot qui revient souvent quand on parle de cybersécurité aussi, c'est la honte. On n'a pas forcément envie d'avouer qu'on a pu se faire avoir. C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que peu de personnes, malheureusement, viennent des fois témoigner, viennent se déclarer comme quoi ils se sont fait avoir. Donc, malheureusement, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, vous avez des plateformes. Si vous êtes victime, justement, de vol de données ou d'argent, il faut déposer plainte, déjà. Il faut aller à la gendarmerie déposer plainte. Il faut aller sur cybermalveillance. Vous allez pouvoir déclarer le fait que vous avez été envoyer la méthode, le mail, enfin, ce qui s'est passé. Mais il faut le faire, effectivement. Et vous m'aviez donné un chiffre tout à l'heure en off. Combien de personnes sont impactées par cette situation ? Alors les chiffres sont effrayants. Là en 2023, dites-vous qu'il y a eu plus de 5 milliards de tentatives de malware ou de comptes piratés. Donc c'est croissant chaque année.
Et donc pour ça, on a des solutions, des bonnes pratiques. On parlait tout à l'heure de ce cyberguide famille que vous pouvez retrouver sur cybermalveillance.gouv.fr. Jonathan, on discutait des mots de passe qu'on pouvait d'ailleurs vérifier s'ils avaient fuité. C'est un petit peu la même chose pour les liens qui seraient frauduleux. Effectivement, tout à l'heure on parlait des liens, donc ne pas cliquer sur un lien si on pense qu'il n'est pas légitime, et au cas échéant on peut vérifier. Donc du coup sur le site par exemple comme Virus Total, qui est un site totalement gratuit, vous prenez votre petit lien, vous le mettez sur le site, vous cliquez et le site va vous indiquer si le lien URL est clean ou pas. S'il est clean, forcément vous pouvez y aller sans problème, et s'il vous indique à ne pas y aller, c'est que le site n'est pas forcément terrible. Donc là pour le coup, il faut faire très attention. Parmi les conseils que je vois aussi dans ce guide, il y a sauvegarder vos données régulièrement. Mais alors, pour moi, ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux. Comment on peut sauvegarder des données sur nos appareils alors que l'idée, en fait, c'est de pas les propager. On n'a pas forcément envie qu'il y ait un maximum de données sur tout ce qui est téléphone ou ordinateur portable. Alors pour le coup, sauvegarder ces données, c'est sauvegarder sur des clés USB, des disques durs, ou alors sur un espace dans le cloud sécurisé. On a vu beaucoup de personnes des fois venir avec leur téléphone portable. Vous parliez de téléphone portable, et c'est vrai que c'est l'appareil sur lequel vous allez avoir le plus de données, hein, les photos notamment. Et si on vient vous voler vos données, vous allez vouloir les récupérer, des photos de famille ou autres. Et si vous n'avez pas fait une sauvegarde quelque part, là malheureusement c'est perdu définitivement, quoi. Donc sauvegarder les données, vérifier les liens, changer souvent les mots de passe. Vous avez déjà pas mal de bonnes pratiques à appliquer. On va aussi s'intéresser à ce qui concerne nos enfants, parce qu'il faut savoir qu'ils sont aussi impactés. On parle souvent de cyberharcèlement, de codes parentaux aussi. Ça peut être utile à mettre en place. L'usage de l'informatique, notamment, si les petits-enfants vont chez les grands-parents et que les grands-parents malheureusement n'ont pas d'ordinateur bien protégé, là ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tout simplement. Et si on les éduque pas à l'école, si les parents ne leur donnent pas de l'information, en fin de compte, c'est terrible. Et alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement avec ces enfants pour éviter ce genre de problème, par exemple le cyberharcèlement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors la première chose déjà pour tous les parents, il y a des choses qui sont gratuites, hein, c'est les contrôles parentaux. Donc Google en met à disposition, hein, c'est Google Family, ou Microsoft en donne aussi à disposition, c'est Microsoft Safety. Et donc ça permet de gérer le temps déjà d'utilisation des appareils numériques, mais aussi de bloquer certains sites, simplement. Donc on va pouvoir gérer plus ou moins l'usage du numérique. Parce que il y a le cyberharcèlement, mais il y a aussi leurs outils de travail à nos enfants. Je pense on discutait tout à l'heure de Pronote, parce que c'est vrai que dernièrement il y a eu pas mal de problèmes, ça a été hacké. Vous m'expliquez, c'était une drôle d'anecdote quand même, que les hackers peuvent passer par tous les chemins. Dans le cas là de Pronote, comment ça s'est passé? En fin de compte, c'était un jeu qui a été hacké. Les élèves jouaient souvent. Alors, je vais pas nommer le jeu, mais téléchargent des petits logiciels, et ça leur a permis en fin de compte de récupérer et d'accéder aux ordinateurs et de récupérer les logins et mots de passe pour pouvoir se connecter sur mon bureau numérique. Et donc, à partir du moment où ils ont réussi à récupérer ces accès-là, ils ont pu faire de la communication à la place de l'élève, par exemple, pour annoncer qu'il y avait une bombe dans un lycée ou autre, ou un collège, pardon. Donc là, effectivement, les enfants, par ce biais-là, peuvent être mis en danger, on va le dire. Il y a aussi, je pense aux réseaux sociaux, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le truc à la mode en ce moment. On est tous connectés. Comment ça se passe pour qu'on puisse les protéger, déjà, nos loulous, et puis nous-mêmes, en fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter de trop en dévoiler sur nous? On peut simplement du coup protéger nos comptes. Donc dans les paramètres, on peut rendre visible son compte uniquement à nos amis pour le coup, et éviter d'avoir un profil ouvert au grand public qui permettrait que moi qui vous connais pas, j'arrive à prendre des photos de vous et alors que vous souhaitez pas que je les prenne, et du coup ça constitue ma base de données. Et après je peux faire une usurpation comme on en a parlé tout à l'heure, ou simplement déjà le premier point, ce sera vraiment blocage des paramètres. Ensuite, après, pour le coup, faites simplement attention à ce que vous diffusez, tout simplement. Pour le coup, mettez vos enfants pas nus sur des réseaux, mettez-les de dos, qu'on voit pas leur tête, ou ce genre de choses. Voilà, c'est des choses d'usage, mais c'est ce qu'on ferait pas pour nous, a priori. Voilà, donc ça, c'est du conseil de bienveillance, mais c'est des conseils pratiques pour pas qu'on nous pique de nouveau toutes ces photos. Mais effectivement, mais des choses peut-être même anodines, hein. On peut être pris en photo à la plage, en train de manger des cacahuètes ou autre, et ces photos-là, on puisse pas être détournées par la suite.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a en plus des nouvelles méthodes qui sont mises en place par les hackers. On parlait en off tout à l'heure du deepfake et même de l'utilisation des voix. Pour nous, là, qui sommes à la radio, on va développer tout ça d'ici quelques instants dans votre émission à votre service. On vous encourage à venir témoigner. Ce n'est pas une honte, hein, ça arrive à tout le monde. Même moi, là, je découvre que je pense que je me suis fait hacker une paire de fois et qu'on a peut-être récupéré des données sur moi. Alors, Jonathan, Joël, on a parlé des enfants, on a parlé des téléphones, des ordinateurs, des bonnes pratiques. Il y a une autre problématique qui revient aussi très souvent et qui est commune à beaucoup de monde, c'est les SMS. Il y a des SMS des fois frauduleux avec des liens. Alors je pense par exemple à Amélie. Souvent on nous dit venez changer votre mot de passe ou votre carte n'est plus à jour. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a ce genre de SMS? Rester vigilant, hein. Donc effectivement, ça s'appelle du phishing. Enfin, quand on va aller chercher à récupérer encore une fois de la donnée sur vous. Alors, vous avez cité Amélie, mais les livraisons de colis, ça en fait partie également. Hein, comme quoi un colis est bloqué, ou tout simplement on va vous inviter à payer quelque chose et ça va vous faire partir sur des sites qui va vous demander de l'information sur votre sujet. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein, simplement, être simplement vigilant et écouter en fin de compte nos conseils, tout simplement. Mais oui, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, c'est très important de parler. C'est pour vous, c'est essentiel d'évoquer la thématique de la cybersécurité. Pourquoi ? Parce qu'on a un niveau de maturité, en fin de compte, de maturité numérique qui est extrêmement faible. Donc toutes les actions qu'on peut effectuer, que ce soit nos passages radio, qu'on puisse aller dans des forums, échanger sur des événements, tout comme le Cybermois, c'est tous les acteurs aujourd'hui du numérique, on est en train d'une seule voix de vous donner de l'information. Les gens n'ont pas conscience, et à partir du moment où on n'a pas la conscience, malheureusement on fait des erreurs. Je repense encore à un dernier sujet, parce que c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Par exemple, les montres connectées. Pareil, c'est un canal qui peut permettre d'être hacké. Alors la montre connectée, à partir du moment où vous êtes connecté, le mot connecté, oui, ça peut être une faille. Mais je peux vous donner votre aspirateur connecté à la maison, tout simplement, ou les caméras que vous avez achetées sur certains sites internet qui vous permettent de regarder. Ça, tout est hackable en fin de compte. Ce n'est qu'une question de temps. Après, il faut avoir les bons usages, tout simplement. Et donc, si on devait un petit peu trouver une conclusion à cette émission et aux bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faudrait? Quels sont les grands points à ne surtout pas oublier, Jonathan? Les grands points, du coup, quand on a parlé de mots de passe, à faire attention à nos mots de passe, d'avoir des mots de passe robustes, de faire attention de ne pas cliquer sur n'importe quoi dès qu'on a un mail avec un lien. On pourrait aussi parler, on n'en a pas parlé, mais de faire attention à ne pas flasher avec nos téléphones les QR codes, tout simplement. Ça peut être faire attention à nos petits bouts de chou, pour le coup, qui sont en première ligne et qui peuvent cliquer sur n'importe quoi également, vu qu'on leur laisse un ordinateur à disposition ou une tablette, hein, c'est la même chose dès qu'ils sont connectés. Donc bien faire attention à ce genre de choses, c'est très très important. Vérifier du coup où ils vont sécuriser leur usage à travers des dispositifs, comme on en a parlé. Et après, pour le coup, être veillant à connaître un peu ce qui se passe dans le monde sur ce sujet pour éviter qu'on se fasse avoir, comme le coup du banquier, comme on l'a dit en préambule tout à l'heure. Voilà, c'est au quotidien, une petite piqûre de rappel, même si c'est que lire une fiche mémo, une fiche réflexe par semaine, c'est déjà super. Et vous avez, comme on le disait depuis le début de cette émission, ce cyberguide famille que vous pouvez retrouver sur cybermalveillance.gouv.fr. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire un cyberquiz famille. On peut tester les connaissances. Donc, si vous avez appris des choses avec nous ce matin, vous voulez mettre en application, si vous avez lu ce guide, c'est aussi quelque chose à faire en famille pour vérifier qu'on a tout bien compris. Exactement. Pour le coup, le cyberguide va vous aider à faire le quiz, à savoir qu'il y a quelques petits cadeaux à gagner. Et c'est un dispositif mis en place par Cybermalveillance. Merci beaucoup, Jonathan Lafort et Joël Chilimet. Vous êtes spécialistes en cybersécurité. On peut vous retrouver pour les professionnels à FCC Informatique et pour les particuliers sur Click Service. Merci beaucoup. Merci bien. Je vous souhaite une belle journée.